salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve sous forme de podcast si je puis dire, avec un invité de marque, soit Nicolas Dartopolis, qui est juste là, qui est là avec moi, présent. Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Toujours un plaisir d'être présent ici pour parler de bons films. Et ça fait beaucoup de temps qu'on ne s'était pas réunis pour discuter, donc c'est super cool de pouvoir se retrouver maintenant, sur un thème en plus qui Ok. nous est cher, je pense, pour toi aussi. Ah oui, oui, tout à fait. Et sachant au passage, je vais quand même préciser qu'on va faire un podcast pour chacune de nos chaînes. Donc peut-être que je laisse le suspense pour celui qui sera sur ta chaîne, peut-être comme ça. Bien sûr. Voilà, le lien sera en description et ils pourront aller vagabonder sur ta chaîne, s'abonner bien sûr à foison parce que tu n'as, je prouve, pas encore assez d'abonnés. Il faudrait augmenter. Donc abonnez-vous tous si vous pouvez tous vous jeter. Abonnez-vous à sa chaîne, c'est important parce qu'il y a un vrai, il y a tout, il y a un vrai univers, une vraie, enfin c'est génial. Donc allez-y, c'est important. Merci à Euh, toi. mais je t'en prie, c'est totalement mérité. Et donc aujourd'hui, nous l'idée c'était que nous parlions, qu'on nous refassions un petit panorama de la saga Hellraiser, puisque alors moi je m'y suis remis récemment, et toi tu l'avais refait à l'occasion aussi en décembre, tu m'avais dit, je crois. C'est ça. J'avais essayé de la terminer, en tout cas. Et à l'occasion, je suppose, c'était peut-être pareil pour les trois premiers, tu les avais refaits dans le fait qu'elle avait peut-être avec le coffret magnifique de SC, peut-être, au moins pour les trois premiers. Alors, c'était pas le cas pour les trois premiers. En fait, non. C'est que j'avais déjà en DVD le 1 et le 2 que j'ai revu à D'accord. l'occasion, et ensuite j'ai continué avec le 3 que j'avais jamais vu. Qu'à l'époque j'avais pas en DVD, donc j'ai vu de manière dématérialisée. Mais en fait, j'ai acheté le coffret à l'époque où ESC avait fait des réductions, là, il y a pas longtemps, pour Halloween. Et j'avais moins 10% offert, tu sais. D'accord, ok. Et du coup, j'ai pu obtenir ce magnifique coffret que je n'ai pas encore regardé parce que faudrait que que je prenne le temps de les revoir, mais je crois qu'ils sont dans une très très belle version. Ouais, ils sont super bien restaurés. Pour les avoir pris aussi, un moment de réduction, ça pendant le confinement, puis il y avait les ESC Days où ils faisaient 50% Tout à sur fait. moult coffrets. Et ouais, si voilà, quand tu découvriras, je pense que tu vas t'éclater parce que, au moins, la restauration du premier, celle du 3 est peut-être un petit peu moins bonne. C'est à peu près, il y a un petit upgrade de la Mm. version DVD de base, mais le un et le 2 sont hyper bien restaurés. Et alors le 3, juste pour Mm. donner un petit élément, le 3, quand même, si vous avez l'occasion, alors il y a une version longue du 2 et du 3 au passage, et alors celle du 3 est un petit peu particulière parce que comme c'est des rushs qui ont été récupérés, les formats sont différents quand on passe de la version normale à la version Director's Cut avec ses ajouts. Mais ça c'est voilà. D'accord. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu sur le coffret. D'accord, c'est intéressant. Et c'est des bons rajouts Bon, dans le 3, pour être honnête, moi je trouve que bon, ça rajoute des éléments, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant en fait. Je trouve que le montage cinéma du 3 est quand même très, très efficace dans ce qu'il est. Et puis bon, Oui. le 3 reste un film, on en parlera quand même. Moi je trouve très différent des deux premiers. Oui. Donc je sais pas si les éléments qui sont rajoutés sont pas forcément, je trouve, nécessaires au visionnage, égard au fait que c'est un film qui a pas, je vais dire entre guillemets, attention parce que ça fait un peu méchant, mais on va peut-être détailler ça plus tard, qui a peut-être moins d'ambition, on va dire, diégétique, mythologique que le un et le 2, même s'il y a deux trois trucs quand même. Tout à fait. Donc Tout à c'est fait. peut-être moins Même intéressant. s'il y a des trucs, ouais, comme tu dis, qui sont plutôt intéressants. Voilà, où il y a quand même des séquences qui valent le coup. Donc, au passage, comme Oui. on a déjà commencé à en parler, je vais commencer par te poser la question très simple déjà pour introduire avant de rentrer dans la saga. Comment t'as découvert Hellraiser et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui te plaît autant dans cette saga, on va dire ça comme ça, qui t'a permis de la refaire à plusieurs reprises pour le coup. Alors, déjà, la découverte, elle s'est faite tout simplement par ces fameuses images qui revenaient souvent du Cenobite Pinhead, donc qui était plutôt impressionnant. Alors, c'était une saga que je craignais un peu à l'époque où j'avais, comment dire, j'étais peut-être un peu trop jeune pour m'y intéresser, Ouais. parce que le gore, tout ça, bon, c'est pas trop ce que je recherchais en termes d'horreur. J'étais plus dans ma période de John Carpenter, donc du coup, c'était peut-être pas trop forcément ce qui pouvait m'intéresser. Et je crois tout simplement que c'est parce que tu en avais parlé il y a l'année dernière, D'accord. il y a 2 ans à peu près, où tu en avais dit beaucoup de bien et je m'y suis intéressé comme ça.
parce que je me suis dit un jour, bah tiens, pourquoi pas voir du Hellraiser. En plus, ça pourrait m'ouvrir les portes d'un imaginaire que je ne connaissais pas. Ok. Donc celui de Clive Barker, qui est un très très grand auteur, réalisateur, aussi peintre également. Et vraiment, la découverte a été tout simplement incroyable parce que au-delà du fait d'ouvrir les portes, donc comme je disais, d'un univers assez complexe et magnifique, parce que en fait, on en parlera plus tard, mais les films sont loin d'être des objets gorass à la con, loin d'être dans un aspect cynique que l'on retrouve dans beaucoup de films d'horreur actuels qui me déplaît particulièrement, sauf peut-être certains opus dont on va parler. Mais de base, la base en tout cas d'Hellraiser est particulièrement honnête et surtout puissante parce que j'aime beaucoup cette idée de repenser l'enfer, de présenter une nouvelle manière de l'envisager en fait, et surtout de parler aussi tout simplement de l'univers gay, hein, Ouais. puisque il faut pas l'oublier, à l'origine, Clive Barker est un homosexuel qui a vécu à l'époque où justement il y avait les révolutions de la condition de l'homosexuel en société. Et c'est là où vraiment Hellraiser sont des films très intéressants. Mais au-delà d'Hellraiser, moi j'invite vraiment les gens à s'intéresser à ces bouquins déjà, Ouais. et aussi à ces autres films et aussi autres univers qui ont été portés à l'écran. Parce que je pense évidemment, et tu vas être d'accord avec moi, à Candyman de Tout à fait. Bernard Rose, Tout à fait, ouais. qui est un film magnifique, et aussi, pour le coup, ces autres films comme Cabane, Cabal, qui ouais. est ressorti il n'y a pas longtemps et qu'il faut absolument voir. Qui est un grand film maudit, mais qui est absolument extraordinaire, ouais. Ah oui, oui, pour moi, c'est son chef-d'œuvre, honnêtement. Oui, je Je pense que trouve oui. ce film Mais je dirais incroyable. même des films d'être un petit peu plus mineurs aussi, c'est vrai. Même moi que j'aime beaucoup, par exemple Le Maître des Illusions aussi, qui est un petit peu moins connu, qui est un mix entre film noir et film d'horreur, film fantastique, qui traite du monde de la magie, de la prestidigitation, lié avec une sorte Mhm. d'étrange héritage fantastique. Et moi j'aime beaucoup ce film-là aussi. Ou même d'autres adaptations, c'est vrai qu'on pense à une autre adaptation par exemple du livre de... Enfin, il y a une adaptation du passage du livre de sang qui est récente, qui est pas trop mal d'ailleurs, mais aussi à Midnight Meat Train, au passage de Ryo Kitamura, qui est aussi une Mhm. adaptation d'une des nouvelles dans le livre de sang, le deuxième ou le premier, je ne sais plus, et qui est vachement intéressant aussi, qui est un très bon film, je trouve. Donc il y a plein d'autres Oui, découvertes, je oui. pense. Barker a été beaucoup adapté en fait finalement, assez moins que King Ah oui, certainement, oui, tout mais à fait. Oui, peut-être moins que King, c'est certain, mais plus que Lovecraft, je pense. oui voilà c'est ça de manière officielle, Enfin, beaucoup de plus manière oui. officielle, parce que Lovecraft au cinéma, c'est plutôt officieux pour le coup. Voilà c'est ça ouais. Comme on le disait chez Carpenter, par exemple, comme tu parlais de Carpenter tout à l'heure, qui a fait quand même beaucoup d'adaptations officieuses, on va dire, de Lovecraft. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc, quelle a été, pour le coup, ta première réaction? Est-ce que, quand tu as découvert, quelles ont été les premières émotions que le film t'a fait on peut déjà, pour passage, te lancer déjà dans le premier, hein, parce que pour le coup, c'est ça la première rencontre que tu as dû faire avec l'univers. Quelle a été ta première réaction, tes premières émotions, en fait, qu'ont suscité le premier opus, pour le coup, pour glisser tranquillement vers la saga? Alors, donc Hellraiser, le Pacte, qui est sorti dans les années 90, il me semble, si je ne me trompe pas. Non, alors, il est sorti très Euh, exactement en 87. C'est mon année de naissance, c'est pour ça que je le retiens. 87? Ah oui, d'accord. Ah, il a bien vieilli quand même. Oui, Et c'est un film qui, au-delà du fait d'être surprenant, les premières émotions qui viennent, c'est surtout de la fascination pour cette espèce d'histoire d'amour assez particulière avec cette femme qui essaye de faire revenir son, son fantasme de conjoint, enfin pas de conjoint, d'amant, qui est en fait le cousin de son mari. C'est vraiment fascinant parce que il y a cet aspect à la fois de film d'horreur pur et dur et aussi d'histoire d'amour tragique bien sûr. euh, qui, euh, qui est vraiment très romantique en fait, qui a un aspect même assez anticonventionnel parce que euh, c'est vraiment des personnages qui sont
qui vont au-delà de la morale. C'est des personnages amoraux purs et durs parce que les motivations des deux personnages, on peut parfaitement les comprendre et parce que d'une certaine, il faut vraiment comment dire se rendre compte tout de même que le personnage je crois qu'il s'appelle Jack, je sais plus De Franck, tu veux dire en tout Franck cas le mari de, c'est Jack, c'est ça? Ah, tu veux dire le mari à la base du personnage de Julia, donc qui est vivant Oui, pour le coup. Ouais, oui, c'est Jack, hein, c'est ça? je crois, j'ai un doute sur le prénom, mais je vais rechercher en même temps. Ouais, comme ça on se rassure. Mais en tout cas, ce personnage de Marie qui donc achète, revient, qui hérite de la maison de son frère qui s'est donc suicidé. Enfin, il paraît qu'il se serait suicidé, puisqu'en en fait le film s'ouvre sur sa mort parce il a ouvert cette fameuse boîte de Le Marchand. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ce personnage est tellement médiocre, on va dire, entre guillemets, que tu peux comprendre un peu cette histoire d'amour un peu interdite qui se met en place, même si ça s'avance vers une pure sauvagerie, puisqu'en fait, on va se rendre compte que ce personnage qui se cache dans la maison, qui revient à la vie, est plutôt brutal et en fait est un malade, hein, un fou. Euh, et c'est là où c'est vraiment intéressant parce que le film, finalement, c'est peut-être le film de la saga qui en montre le moins, Oui, c'est vrai. et qui, du peu qu'il montre, du peu qu'il arrive à montrer, qu'il arrive à mettre en face, voilà, qu'il arrive à conceptualiser, est vraiment fascinant, passionnant et prenant, tout simplement. Et je pense à cette séquence dans l'hôpital où, donc De la Larry, fille, alors elle se réveille et, au passage, il s'appelle Larry, le père. Ça me revient. voilà, Larry et la fille, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Kirsty, voilà, merci, oui, t'as raison. je t'en prie. Et du coup, quand elle est dans cet hôpital et qu'il y a ce long couloir qui apparaît devant elle parce qu'elle ouvre la boîte, enfin, elle active la boîte, et qu'il y a ce couloir avec cette créature qui est tapie dans le fond, qui est absolument bien faite, qui est traumatisante. C'est vraiment, en fait, il y a une sorte de fascination et de répulsion et aussi de peur assez organique qui ressort du film, qui est vraiment, c'est génial, quoi. Donc, ah oui, c'est Kirsty la fille, en effet, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que ce personnage, tous ces personnages sont fascinants en plus, c'est vraiment génial à ce niveau-là. En plus, j'adore cette introduction où ça me fait penser au début étrangement de Gremlins où t'as le Ouais, père qui va acheter un truc dans un vieux magasin à Chinatown oui, c'est vrai. et cette machine, enfin cet objet va leur pourrir la vie. Ben là, c'est plus que pourrir la vie puisque c'est un objet qui permet d'ouvrir les portes de l'enfer. Et ça, c'est bien intéressant ce que tu dis avec l'idée de le lien avec Gremlins, parce qu'il y a aussi ce plan tout début avec on a l'impression d'être je sais pas, dans un petit boui-boui, alors certainement, c'est pas si en Tunisie ou Maroc ou quelque chose, un pays en tout cas qui serait chaud, en tout cas du sud, et où il y a ces Oui, deux personnages dont quand on ne voit pas le visage, qui sont juste cadrés à hauteur des épaules, et on les voit juste poser ce cube sur la table avec ce personnage qui lui dit qu'est-ce que je peux faire pour vous étranger, et qui lui tend la boîte. Et c'est ouais, il y a ce côté ce qui est intéressant aussi, il y a quasiment ce côté un peu aventure entre guillemets aussi que j'aime bien sur ce côté-là, la découverte d'un objet un peu étrange dans un pays lointain, exotique, et qu'on va ramener dans cette Angleterre parce que ça se passe censé se passer aux États-Unis, mais c'est tourné en Angleterre, et dans ce pays qui a l'air, comme tu disais tout à l'heure, hein, le mari qui a l'air très chiant. Qui a pas l'air quelqu'un de très fun, avec cette photographie qui est globalement assez terne, assez froide. Et on a vraiment, je trouve, ce contraste entre voilà, ce pays assez exotique et chaud et cette réalité américaine, mais anglaise, on va dire officieusement, morne, triste, avec des couleurs froides, et tout est froid, tout paraît chiant. Et les portes de l'Eraser vont devenir cette libération dans une certaine mesure. Puisque on en parlera plus tard, certainement, mais les Cénobites ne sont pas méchants. C'est pas non, manichéen du tout. Et même le non, personnage les de... Cénobites sont plus des victimes d'ailleurs, Oui. Victime, puisque victime des sévices de l'enfer, mais aussi victime dans une certaine mesure même des gens qui leur font appel, parce qu'à proprement parler, Pinhead à chaque fois le répète quand quelqu'un ouvre la boîte ou déverrouille le système.
vous nous avez appelé, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant que vous nous avez appelé, bah, c'est à vous d'assumer les conséquences du fait de nous avoir appelé, de nous avoir amené à nous déplacer pour venir vous voir. Donc ils viennent même pas, c'est pas comme tous les boogeyman de l'époque, comme Freddy ou comme Jason ou comme Michael Myers, qui viennent directement tuer, qui sont des antagonistes en ça. Là, c'est pas un antagoniste puisque c'est plutôt le protagoniste qui le fait venir et eux, bah, ils ne font que répondre au désir de celui qui les appelle. Tout à fait, c'est vrai. Et puis il y a ce côté pan-manichéen parce que la première apparition de Pinhead dit qu'ils sont des démons pour certains ou des anges pour d'autres. Donc encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a une ambivalence du personnage du Cénobite qui est vachement intéressante. Tout à fait. Et c'est surtout ça, c'est vraiment le fait de rendre les Cénobites ultra intéressants alors qu'ils apparaissent, mais très peu, finalement. Je crois qu'on est à 3 minutes dans le premier, hein. Je crois qu'il y a 3 minutes dans les faits d'apparition des Cénobites, enfin des 3 Cénobites qui à la base. Oui, c'est ça, mais 3 minutes emblématiques, quoi. Ouais. Et même Pinhead, qui en fait n'était pas un personnage qui existait dans le bouquin original, parce que du coup, je me suis permis de lire le bouquin comme je l'avais expliqué en haut. Oui, tout à fait, ouais. Et en fait, dans le bouquin, les Cénobites sont même pas caractérisés, hein. Ils n'ont pas vraiment de nom, il me semble, si je me souviens bien. Et ils apparaissent vraiment pas comme des personnages aussi emblématiques que dans le film. J'adore le bouquin, je le trouve absolument incroyable. Mais c'est vrai que il s'attarde pas trop sur les Cénobites, il s'attarde beaucoup plus sur la relation entre Julia et Frank. Ouais. Parce qu'en fait, le bouquin s'ouvre sur Frank et sa... c'est-à-dire que l'introduction, tu vois, où Frank il achète la boîte et se fait massacrer par les Cénobites, eh ben, elle dure au moins plusieurs chapitres. Hein. D'accord, ah oui, ok. C'est pas aussi, on va dire, concentré que dans le film, pour le coup. Ah non, c'est vraiment très développé et c'est très intéressant parce que, pour le coup, on a autant de... le personnage de Frank, même si c'est une ordure, il n'est pas si détestable que ça. Hein. Ouais. Et Julia, pareil. C'est vrai que dans le film, ils apparaissent vraiment comme les vrais antagonistes en tant que tels, mais c'est vrai que même dans le film, ceci dit, ça reste quand même très ambigu, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, on peut comprendre leur motivation à chacun. Puisque on voit que Julia est quand même... elle est esclave de son désir, esclave de son amour dans une certaine mesure, et lui, on sait pas vraiment, il est ambigu, on sait pas s'il la manipule ou pas, et à la fin, on peut sous-entendre qu'il y a une partie de manipulation aussi, quand il se débarrasse de Julia aussi. Même si c'est un accident à l'origine, après il la finit quand même, il l'achève. Donc c'est intéressant parce qu'ils sont très très ambigus tous les deux. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'ambiguïté et c'est ça qui est intéressant. Mais de toute façon, dans le cinéma et en tout cas l'œuvre de Barker, tu remarqueras qu'il y a toujours cet aspect ambigu entre le monstre et l'humain. Oui. Parce que moi je pense évidemment à Candyman et cette relation quasi sortie d'un conte entre le Candyman et la femme dont j'ai oublié le nom aussi. Qui est presque une relecture de La Belle et la Bête, hein. Moi je trouve vraiment. Ah oui, mais c'est ça. C'est La Belle et la Bête par Barker. Après, j'ai pas lu la nouvelle originale. Moi non plus, pour mais il me semble que c'est un peu dans le même esprit. Et je pense aussi évidemment à. Parce que autant les évoquer aussi, je pense aussi à son film. Je sais plus. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Cabal, voilà, pardon. Ouais. La mémoire des titres. Cabal, je trouve qu'il y a la même ambiguïté avec cette cité de monstres qui en fait devrait être les monstres du film, mais finalement c'est cette espèce d'assassin qui se cache sous les traits d'un psychiatre et qui va assassiner vraiment froidement, qui est vraiment la seule ordure du film. Bah, puis avec les flics, hein. Avec les flics et tous les militaires qui à la fin viennent détruire Midian, pardon. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'il y a, en même temps, les monstres sont bien dégueux, sont vraiment horribles. Ils ont des manières de faire qui, ils sont cannibales, tout ça, bon, qui font peur. Mais en même temps, il y a toute une ambiguïté qui va créer avec ça. Et pareil pour les Cénobites, hein, c'est pareil avec les Cénobites. Ce qui fera d'ailleurs, ce qui se fera d'ailleurs avec le personnage de Pinhead au fur et à mesure des films, qui va gagner en complexité, évidemment.
Et qui ne s'appelle pas, bah ça c'est vrai que tu disais tout à l'heure, mais quand tu regardes même dans le générique du tout premier, Pinhead n'est pas Pinhead. Hein, je crois qu'il est appelé le prêtre dans le premier générique. Et Pinhead est apparu vraiment, je crois que c'est à partir du troisième, je crois, où on le nomme Pinhead, je crois. Il me semble qu'avant on ne nomme pas du tout, c'est un Cenobite en effet comme un autre en fait. Sauf que lui a l'air d'avoir un peu plus d'aval sur les autres. Et puis que Doug Bradley est quand même monstrueux dans sa voix caverneuse et tout, il est ouf. Et au passage, si ça vous intéresse, je sais pas si tu as vu aussi, il a une chaîne, Doug Bradley, sur laquelle actuellement il est en train de lire Frankenstein de Mary Shelley avec sa voix et c'est un délice à écouter. Donc je vous conseille d'aller vous abonner à la chaîne de Doug Bradley. C'est sous-titré ? Par contre, c'est pas sous-titré. Mais moi je l'écoute en mode ASMR en fait. Je comprends pas tout, mais j'aime sa voix en fait. Je trouve que sa voix est folle. C'est génial quand même ça. Ah ouais, c'est vraiment dingue. Et ça doit faire un mois qu'il a commencé ça. Je crois qu'il y a 3 ou 4 parties déjà. Donc si vous avez l'occasion, c'est vraiment très super cool. C'est génial comme idée ça. Ah ouais, et puis c'est lui quoi. Enfin, c'est un très grand acteur, à plus forte raison comme tu disais tout à l'heure que on le voit très très peu en fait, mais on retient quasiment que lui en fait. C'est la tête. Enfin, dire la vitrine entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu la vitrine d'Hellraiser quand même dans une certaine mesure. Absolument. En plus, c'est vraiment le personnage qui occupe tout l'aspect commercial de la saga, parce que comme j'évoquais, ma découverte vraiment de l'univers Hellraiser, elle s'est faite par cet homme avec des clous sur la tête qui était assez étrange et imposant aussi. Hein. Tout à fait, ouais. Mais il a un côté très étrange en effet. Et qui, contrairement à d'autres tueurs mutiques du cinéma où on parle pas comme Jason ou autre chose, où il parle pas du tout, Michael Myers, du contraire, il est plutôt bavard, mais pas bavard au sens de Freddy qui fait des vannes, mais qui est plutôt bavard philosophiquement. Il a une approche très philosophique des choses, il vient beaucoup expliquer philosophiquement son approche, pourquoi il fait ça, pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc c'est un truc assez inédit, je trouve, aussi dans son approche, assez exigeant finalement. Ah mais c'est là où je te rejoins totalement sur cet aspect, parce que en fait ce lyrisme, parce qu'il y a aussi cet aspect lyrique et même tragique, c'est vraiment quelque chose qui provient du travail de Barker, parce qu'à l'origine il me semble que Barker est quelqu'un qui bossait dans le théâtre. Oui, c'est ça, oui. Et justement, il faisait du théâtre de monstres aussi, avec des monstres. Il me semble d'ailleurs que Cenobite, ça provient aussi de ces monstres qu'il mettait en scène dans des pièces de théâtre. Donc c'est intéressant parce que tout ce lyrisme, toute cette manière de parler, parce qu'on est loin, comme tu disais, d'un Michael Myers mutique, et on en revient vraiment à des aspects beaucoup plus romantiques et lyriques qui font vraiment du bien dans le cinéma horrifique, parce que des tueurs, des monstres comme ça, on en a peu. Oui, c'est vrai. Ben après, moi, je comparerais bien avec un certain Tolmen, qui justement, lui aussi, il impose par sa présence, par sa taille et par ce qu'il représente, mais également par sa voix, parce qu'il parle aussi le Tolmen. Et de la même manière, il n'apparaît que 3-4 minutes dans les épisodes de Fantasme au passage. C'est vrai qu'il est assez peu présent finalement aussi. Mais il est là. Toujours en fond, même s'il est hors champ, il est là. Ah oui, et tu sais que ces deux monstres, en tout cas donc Pinhead et le Tolmen, c'est ces rares créatures qui créent énormément d'émotions chez moi et une attache émotionnelle au personnage. C'est-à-dire que rien que leur apparition, elle crée quelque chose. Ah bah je suis d'accord, c'est pareil. C'est vraiment un attachement. Là où certains monstres, par exemple Freddy des Griffes de la Nuit, je m'en fous un peu, tu vois. C'est pas un personnage qui me fascine tant que ça, même si j'aime bien le premier film. Hein, je dirais pas de mal de ce film-là. C'est un des meilleurs films réalisés par Wes Craven. Ouais. Et un des mieux réalisés, parce que bon, d'habitude, c'est pas trop la joie. Mais vraiment, je trouve, peut-être avec Michael Myers aussi, qui arrive à créer de l'émotion malgré son mutisme. Tout à fait, oui. Si, oui, je pense aussi. Même moi, Jason me crée un petit peu ça quand même aussi, même si c'est moins exponentiel et moins lyrique, mais Jason me fait un petit truc aussi. Ah, Jason, alors le truc, c'est que j'ai vu que vendredi 13, et comme Jason, il apparaît pratiquement jamais. Bah oui, non, il apparaît dans les dernières secondes. Ouais, d'ailleurs, vendredi 13 que je trouve assez mauvais quand même.
enfin, je trouve pas ce film assez fou. Mais c'est vrai que, Le bah, 2 est du coup, meilleur. en fait, le personnage, c'était la mère, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Donc oui, en effet, c'est vrai que ce personnage de Pinhead est vraiment la stève de cette saga, au point que l'acteur lui-même en aura marre pour certaines raisons qu'on évoquera plus tard. Mais un autre truc sur lequel j'aimerais revenir quand même sur cette saga, c'est que j'en parlais au début sur ce que j'appréciais chez Hellraiser, bah, c'est cette nouvelle vision de l'enfer en fait, Hmm. tout simplement. Et c'est très bien que tu parles de ça parce que ça me permet de basculer sur le deuxième finalement, puisque c'est là où on Et voit oui, vraiment aussi l'enfer. Elle ne se limite plus qu'à une cave sombre on va dire on va dire de lieux un peu SM, ça se limite plus à ça. En tout cas, dans le 2 on découvre vraiment, puisque c'est quasiment Alice au Pays des Merveilles, puisque Kirsty oui. va partir vraiment de l'autre côté du miroir, ou de l'autre côté du mur plutôt, pour Euh, découvrir ce labyrinthe qu'elle avait juste entrevu dans dans la séquence dont tu parlais avec l'hôpital. Et là, elle rentre vraiment dedans avec ce personnage de cette petite fille autiste qui résout les casse-têtes. Et là, vraiment, en effet, là, on a une vision de l'enfer qui est complètement inédite. non, mais en plus, ce qui est génial, c'est que Barker, enfin, c'est pas Barker qui a réalisé cet opus, mais je suppose qu'il a scénarisé. Et puis c'est Tony Randall qui a un proche à lui, au passage, qui a réalisé. Donc ils sont très proches tous les deux. Et Barker était très investi dans celui-ci aussi. D'accord. Donc ça m'étonne pas parce que quand même il y a cet aspect qualitatif qui suit. C'est peut-être d'ailleurs un de mes préférés. Bah, moi, Et c'est pareil, ouais. oui, je pense que c'est la même chose pour toi d'ailleurs. Oui, oui, le 2 est celui qui me. Même si moi j'ai tendance à considérer que le 1 et le 2 en fait sont un seul et même film. Pour moi, il n'y a même pas de suite. Pour moi, c'est deux chapitres, on va dire. Oui, c'est pas bête ce que tu dis. Je serais plutôt d'accord parce que c'est vraiment celui qui est plus dans la continuité. En plus, c'est vrai que le premier, quand il y avait cette fin un peu abrupte, tu disais ouais, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Voilà, c'est Et ça. là où je trouve vraiment que le 2 Les Écorchés, justement, reprend très très bien la suite de ce film, sachant qu'en plus, il prolonge, là, Barker, il prolonge vraiment l'horreur hospitalier, puisque le méchant du film, en fait, est un médecin. Oui, qui a ça génial, qui est un très très bon personnage de méchant aussi. Moi, j'aime beaucoup ce Ah oui, méchant. oui, c'est un des c'est un des personnages qui m'a le plus traumatisé aussi dans la saga. En tout cas, quand il se transforme dans cette, Ce Cénobite aussi. en Cénobite, voilà, il a vraiment cette apparence assez Lovecraftienne aussi, Avec ses qui est tentacules et tout. vraiment traumatisante. Et avec le personnage c'est vrai, aussi de Julia, puisqu'il y a toujours le couple avec Julia, Oui, puisque Julien c'est lui qui va la ramener à la vie, qui va faire ce que faisait Julia pour Franck, lui le fait pour Julia. Et c'est vrai que ces personnages-là, pareil, ce couple, il fonctionne aussi très bien. Je trouve il est super intéressant et toujours avec ce côté un peu mortifère de la sexualité qui est présente, cette manière. Ça, c'est un truc que j'ai. Donc, je te conseille de regarder les bonus parce qu'il y a des interviews et des présentations vachement intéressantes dans le coffret de SC. Et donc, il me semble que c'est le rédacteur en chef de La 7ème Obsession qui est interviewé pour présenter le film et qui explique très bien que c'est un des derniers films pour lui. Moi, je trouve ça très intéressant qu'il dise ça, dans lequel on montre le corps de cette manière-là, d'une manière aussi crue, qu'on va aller farfouiller sous la peau pour voir ce qu'il y a dans les chairs de l'individu. Et ça hum. crée une sorte d'érotisme morbide qui est absolument passionnant aussi et qu'on ne voit plus, malheureusement. Ah mais tout à fait. Et c'est ça qui est génial, c'est que ce personnage de Julia, elle a une ambiguïté sexuelle qui est encore plus présente Oui, que dans le précédent. tout à fait, ouais. C'est ça qui est incroyable. C'est que ce personnage, quand il apparaît, et c'est une des scènes les plus impressionnantes de la saga, quand elle revient donc à la vie comme Franck, en fait, euh, il y a cette espèce de corps décharné qui apparaît, qui en même temps est assez... alors, j'ai pas envie d'aller sur une pente glissante, mais qui est presque séduisant, en fait. Ouais. Je sais pas si t'as ressenti la même chose. Bah, il y a un côté. Enfin, pour moi, il y a évidemment un truc sans détour en tout cas, dans les deux premiers, le côté nécrophile, en fait, est très présent. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est Oui. très proche de ça, en fait. Ah oui, non, mais totalement. Et en plus, c'est traumatisant. C'est à la fois traumatisant, ça met les spectateurs dans une position assez euh, difficile, en fait, parce Ouais. que tu as à la fois cette vision d'horreur de corps décharné qui n'a plus de peau, mais qui arrive, et en même temps,
c'est beau, il y a une espèce de forme de beauté Bien sûr, ouais. qui est très particulière. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une des séquences les plus impressionnantes et les plus terrifiantes à la fois que j'ai pu voir, parce qu'elle te met dans une position que tu ne veux pas exercer, que tu ne veux pas subir. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que on a cette position, c'est des films qui mettent mal à l'aise aussi, qui vont pas te brosser Oui, dans le sens du poil, ils vont te mettre dans des situations qui sont périlleuses, on va dire, émotionnellement, viscéralement, même philosophiquement, psychologiquement, ils te mettent dans des situations difficiles. oui, 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 parce que euh, c'est vraiment, ça évite les poncifs les plus énervants du genre qu'on pourrait voir dans d'autres films, parce que ça évite le gore. Hein. Le gore est présent, mais il est jamais énervant, jamais dans l'excès. Il est très bien maîtrisé. Et en même temps, il y a vraiment un malaise qui se crée, vraiment quelque chose de très organique, qui met vraiment le spectateur dans l'inconfort. Et c'est ça qui est vraiment une des plus grandes forces, en tout cas des 6 films de la saga qui sont bons, on va dire. Ouais, c'est ça, oui, je suis d'accord. Ça annonce un peu la couleur, mais c'est vraiment très intéressant là-dessus. Parce qu'en plus, c'est le film qui complexifie encore plus l'univers, puisqu'il y a cet univers d'enfer qui apparaît. Mais c'est vraiment génial à ce niveau-là, parce qu'en plus, il y a plus d'ambition. Ouais. Donc, le spectateur est encore plus investi dans l'univers et le connaît encore plus. C'est un univers qui se dévoile au fur et à mesure, et c'est ça qui est génial. Et en plus, au passage, c'est vrai qu'il se dévoile, mais qui se dévoile jamais au point de te dire il n'y a plus rien. Tu te dis toujours il y a quelque chose derrière, en fait, même à la fin du 2 où tu as quand même découvert une bonne partie de ce qu'était l'enfer avec Léviathan qui trône au sommet d'un immense labyrinthe. Tu te dis il y a certainement quelque chose derrière. Le labyrinthe il a l'air interminable, il a l'air d'avoir une ligne d'horizon que si tu l'atteins, tu as l'impression qu'il y a encore quelque chose derrière. Donc c'est fou, je trouve ça, au niveau de ce qu'il arrive à créer, on va dire, en termes d'imagination, c'est fou. Oui, et surtout, il y a tout ce travail sur le son avec ce Léviathan, justement, qui est cette espèce de râle, de son qui ressort de cris, hein, quasiment, presque un bruit de phare, tu vois. Et c'est vraiment génial à ce niveau-là, parce que vraiment, le gardien des enfers, le maître des enfers, n'a rien à voir avec ce qu'on a pu concevoir dans l'imaginaire. Mais d'ailleurs, je sais pas, parce que quand tu parles des grosses râles, c'est intéressant. Je sais pas si. Alors, j'ai vu, c'est LT236 qu'on parlait dans son excellentissime vidéo sur Hellraiser. Oui, Alors, je ne sais pas si c'est propre au comics et si ça a été détaillé dans le comics. Il faudrait que je revoie, parce que j'ai pas fait attention en revoyant le 2 pour le coup. Mais ce sorte de gros râle en fait que fait Léviathan, ce serait en fait, il épelle God, je crois, en morse. Il me semble que oui, c'est ça. c'est ça. C'est ça. C'est God, oui, oui, c'est ça, tout à fait. Alors, je crois que c'est dans les. Oui, il me semble que c'est dans les comics parce que j'en ai vu quelques-uns aussi. Et il me semble en effet que c'était là-dedans. Je sais plus si c'était dans ceux que j'ai pu lire, mais oui, oui, il me semble que c'est ça. Et c'est ce qui permet de. D'ailleurs, vidéo qu'on vous conseille. Ah oui, il faut y aller Là, oui. absolument. Et en plus, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ça relie, et c'est ce qui va peut-être, moi je trouve parfois philosophiquement un peu verrouiller la série. Moi je trouve, même s'il paraît que dans les comics pour le coup ça tend vers ça quand même, c'est que le folklore des Razors ou la mythologie des Razors va progressivement, là où c'était pas vraiment le cas je trouve dans le 1 et dans le 2, progressivement se décaler vers une mythologie plus traditionnelle et qui va se raccrocher finalement à la mythologie chrétienne en fait dans pas mal de points. Là où l'enfer d'Hellraiser n'était pas tant l'enfer chrétien, pour moi je le voyais plus comme l'enfer grec, c'est-à-dire ni comme étant enfer, pas au sens péjoratif du terme, c'était Hmm. un endroit où vont un certain nombre d'individus morts parce que pour le coup ils l'ont cherché ou ce genre de choses. Ils l'ont choisi, oui. Voilà, ils l'ont choisi même, pardon, pas ils l'ont cherché, ils l'ont choisi, c'est mieux. Le... Progressivement, notamment ce qu'on va retrouver, je trouve, beaucoup dans le 5, un petit peu dans le 3 aussi d'ailleurs aussi, et même on parlera du 10 certainement, dans Judgment, il y a quand même cette volonté d'essayer d'assimiler la mythologie de Barker à la mythologie chrétienne. Même si au passage, encore une fois, je crois que ce que je lisais, c'est que dans le comic, c'est un petit peu la direction de prendre le comic sur ce point-là. Je crois aussi, dans mes souvenirs, même si ça restait quand même assez anodin, hein, pour le coup. D'accord, ok. Mais ça prenait en effet une petite direction plus chrétienne avec notamment un personnage de prêtre. À un moment, il me semble qu'il apparaît D'accord. dans un des comics. Je les ai lus il y a quelques mois, mais j'en ai pas un grand souvenir, même s'ils sont très bons, et je les conseille.
Mais du coup, oui, il me semble qu'il y a il y a un personnage de prêtre qui apparaît. Déjà, bon, c'est l'incursion, tu vois, de la, de l'aspect catholique. Euh, Même si. Mais après, je pense que ce que tu pointes du doigt, c'est quelque chose qui a dû se faire aussi lorsque la saga, on va en parler plus tard, mais a changé totalement de Oui, virage. bien sûr. Parce que euh, tu vois, il y a quand même, à partir du 5 dont on va parler, il y avait quand même une constante qui est restée, une constante barkerienne, on va dire, voilà, j'invente un terme exprès, mais cette constante, elle était présente quand même jusqu'au 5. Je trouve qu'elle s'est totalement essoufflée et a disparu des volets précédents, parce que quand même, on reviendra là-dessus, mais il y a des histoires de sectes satanistes, donc on revient à des idées on remet en place Satan, donc on s'éloigne vraiment de cet aspect unique, Hmm. euh, vraiment indescriptible, propre à Barker, qui est assez déceptif. Alors que avec le plus ou moins réussi dernier volet, on revient à quelque chose d'indicible, de très particulier, qui est vraiment plaisant pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le 10 aussi sur ce point-là, en fait. Oui, oui, bah bien sûr. Mais c'est ça qui est très bien, c'est qu'ils ont été intelligents, ils ont accepté que... Je sais pas, parce que ils ont accepté vraiment le parti pris de Barker à la base, parce que je trouve vraiment que les volets dont on va parler après, bah, ils s'en éloignent totalement, quoi. Ouais, oui, non, mais c'est très très bizarre en fait. Et en même temps, ça, en effet, tu disais, ça se comprend aussi certainement pour les rachats de franchises par des gros studios Oui, qui ont essayé de normer tout ça, de le recaser dans une mythologie qui est identifiable, et puis cette mythologie un peu bizarre, un peu malsaine, un peu malaisante de Barker. mm, Là, ouais, en effet, il y a une manière de, encore une fois, ouais, de rapprocher ça, de rendre ça plus rassurant, de rendre ça plus propre, moins malaisant, moins mettre, comme tu oui, disais, le spectateur dans une posture gênante, parce que pour, je pense, majorité des grosses majors, faut pas emmener un spectateur dans une salle pour qu'il n'est pas venu là pour souffrir. Parce que c'est quand même. oui, Tu viens voir le réalisateur pour ça à l'origine, pour souffrir quand même un petit peu. bien sûr. Mais souffrir de manière positive, on va Voilà, c'est ça, dire, tout à fait, oui. pour le coup, parce que c'est ça, hein, ce sont des films qui sont plutôt intéressants là-dessus. Et je pense vraiment que le 2 arrive à jouer sur ces ambiguïtés, puisqu'il est très cru aussi, le Ouais. 2, les écorchés, mais se permet aussi d'aller vers des contrées totalement inoubliables. C'est vraiment, tu voyages quasiment avec ce film-là. Ah oui, il y a vraiment une dimension de découverte d'un univers, d'un imaginaire qui est hyper dépaysante en fait. Et je pense vraiment ça se joue à ce moment où ils pénètrent, voilà, ils vont de l'autre côté du miroir. Et il y a une séquence qui rappellera évidemment le mythe d'Orphée. Oui, c'est vrai. Euh, et ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a quand même une séquence qui évoque Franck à un moment. Oui, en plus, oui, bien sûr, parce qu'il y a une séquence avec Frank dans sa sorte de chambre dans laquelle il y a tous ces corps de femmes sous des sortes de bâches en plastique, dans des lits qui rentrent et qui sortent. Oui, oui, ça, c'est vraiment impressionnant comme séquence parce que ça rejoint cet aspect mortuaire et aussi c'est vraiment un pur enfer, mais un enfer nouveau Ouais. avec l'idée de représenter dans cet enfer tout ce qu'il y a de plus traumatisant pour l'un. Parce que l'enfer catholique tel qu'on va le concevoir, euh, ben c'est des flammes, c'est des démons, c'est ça en fait. Hein. Ouais. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est un enfer qui vraiment, on dirait qu'il est construit selon les personnes. Oui, c'est ça. Oui, il a d'être Comme un modifiable. cube, hein, comme un Ouais. cube en fait, comme une espèce de mécanisme qui évolue selon les personnes. Bah, assez proche de Silent Hill, par exemple, quand on parle de Silent Hill, avec l'idée que Silent Hill s'adapte, même la géographie, enfin, le contenu de Silent Hill s'adapte aux personnages qui vont se retrouver à errer dans cette sorte de purgatoire. Là, c'est pareil, en fait, tout s'agence. On a l'impression qu'il y a des pièces spéciales pour chaque individu dans lequel il revit, dans une certaine mesure, ce qu'il a choisi de vivre, mais en même temps qu'il va Mm. subir aussi, quand même. Bah, absolument. En plus, c'est bien que tu parles de Silent Hill, puisque je pense que Silent Hill a dû s'inspirer en partie de Hellraiser Oui, pour certaines créatures.
bon, même si de base l'inspiration de ce jeu, c'est surtout le Alice de Jan Sandmeyer. Oui, Mais vraiment, là-dessus, c'est vrai que on a la même conception d'un enfer unique en son genre qui est un enfer pensant en plus là-dedans, oui, parce qu'il y a aussi des idées, il y a cette idée de, comme tu disais, d'enfer qui s'adapte au traumatisme de chacun. tout à fait, oui. Et un peu comme donc comme l'enfer de Hellraiser. D'ailleurs, je ne sais plus s'il a vraiment un nom, l'enfer de Hellraiser. Bah, même, je crois même pas, en fait, il n'y a pas de... Il me semble que non, parce qu'à chaque fois, il parle de les emmener, enfin d'emmener vers tel endroit, mais il n'y a pas de nom, en fait, précisément. Alors, je sais pas si Non. l'Hellraiser est une manière de... C'est très compliqué, en fait, oui, il y a quelque chose d'un enfer quand même très abstrait, tout en étant, en fait, très viscéral. En fait, c'est très bizarre, il arrive à trouver quelque chose qui, conceptuellement, est vachement intéressant. Il y a quelque chose d'un peu immanable, il y a quelque chose de Lovecraftien, dans une certaine mesure aussi, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, ça c'est certain, parce que pareil, euh, Lovecraft avait aussi théorisé des enfers euh, avec un, avec un pluriel, puisqu'en fait c'était un enfer physique existant, des enfers dans ses propres bouquins. Parce que chez Lovecraft, ce qui est très intéressant, c'est que les personnages vivent leur propre enfer, en fait. Hmm. Euh, Ils vont être confrontés à un enfer qui existe, qui n'est pas du tout déifié, parce qu'en fait, ce sont des faux dieux, hein, il ne faut pas oublier, Oui, les anciens, ce sont des faux dieux, ce sont en vérité des aliens qui vont jouer la cupidité, jouer pardon, de la candeur des humains, et ils vont être cupides, justement, et ils vont s'inventer des rôles, et du coup, il va y avoir tout un processus de déification qui va découler. C'est ça qui est très intéressant aussi chez Lovecraft, évidemment. Mais je pense que Clive Barker est un grand héritier oui. avec King de Bien Lovecraft. sûr, ils ont des. Et c'est pour ça d'ailleurs que King, à l'époque, dans les années, au milieu des années 80, quand il lit, je crois que c'est quand il lit Hellraiser, ou quand il lit les premiers ouvrages de Barker, considère que c'est le futur de l'horreur, hein, l'avenir de l'horreur, c'est lui. Donc je pense Ah qu'il y a oui, mais de toute beaucoup façon, ça, de. c'est ce qu'il dit dans le premier, ça, d'ailleurs. Ouais. Parce que je pense qu'il ouais, il y a une vraie. Il y a des vrais ponts à faire entre les deux auteurs, mais s'ils sont très différents, ils sont en même temps très similaires en fait. C'est assez intéressant certainement dans leur héritage Lovecraftien aussi. Bah, tout à fait, parce que pareil, pour le coup, King s'est intéressé également à la création d'un univers unique et Oui, propre, tout à fait. même si son univers, pour le coup, est plutôt proche d'un univers méta qui renverrait à son propre métier d'auteur. En fait, c'est Oui, vraiment tout un. Enfin, je connais pas trop l'univers. Enfin, j'ai lu quelques éléments de la Tour Sombre, mais dans la Tour Sombre, en effet, il y a cet aspect amphérique d'enfer, et il y a aussi cet aspect méta qui renvoie à chaque livre, qui revient à plein de trucs. D'ailleurs, c'est quelque chose qui était plutôt intéressant avec les nouvelles adaptations de ça, qui avait accepté de s'aventurer un peu plus, même si c'était pas totalement, oui, c'est vrai. dans cette mythologie. Oui, c'est vrai que Euh, c'était très léger, mais c'était là quand même. oui, c'était là quand même si c'était beaucoup plus léger. Mais c'était pas au niveau, par exemple, du très moyen La, film. la Tour Sombre avec Matthew McConaughey. Oui, et je pensais à la Tour Sombre et je pensais aussi au téléfilm avec bah, justement ça, Oui, oui, tout à fait, oui. Il en qui parle. n'évoque absolument pas, qui n'évoque absolument pas le passé de la créature. C'est ça qui a. Mais c'est vrai que la Tour Sombre aussi était un gros raté à ce niveau-là parce qu'il n'avait pas réussi à jouer sur l'étrangeté de cet univers, même s'il y arrive avec certaines séquences quand même. Bah oui, j'ai des souvenirs assez moyens de ce film-là, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient étouffées par le studio, étouffées par les volontés d'un gros studio quand même, qui a pas envie que ce soit trop compliqué ou trop. Oui. Et qui veut quand même que Spectre soit en terrain connu. Ce qui est un petit peu. Et ce qui permet justement de basculer sur Hellraiser 3 au passage, qui est aussi un film de studio pour le coup, et qui est très différent pour ça aussi. Ah, belle Euh, transition. qui est passage le premier film véritablement américain, puisque les autres c'était quand même deux films anglais. Et là, on est Oui. sous une grosse major quand même, donc on est sûr, il y a beaucoup plus de thunes aussi. Donc on arrive à un film qui est très différent aussi, mais qui est intéressant pour le coup aussi sur pas mal de points. Même s'il y a, je pense, Oui, certainement oui. moins à dire sur le 3 parce il est moins riche thématiquement, il est beaucoup plus proche. Pinhead se met à faire des blagues, il devient une sorte de Freddy Krueger, il se Kruegerise un petit peu. Oui.
notamment dans la scène de la boîte de nuit, mais n'empêche qu'il y a quand même ces restes de Barker qui sont là. Oui, bah, de toute façon, ça c'est le moment où on sait bien que lorsque un film s'américanise, ça sent un peu le sapin, parce que Ouais. j'ai l'impression que les Américains aiment bien détruire les belles choses, Ouais. sûrement par un intérêt de globalisation culturelle, parce que bon, ça c'est parce que, tu vois, c'est ma petite théorie que j'ai développée au fur et à mesure. Je pense que les Américains, ils aiment bien récupérer tout ce qui est étranger pour se l'approprier et pour le détruire un peu. Ouais. Bah, et puis en plus, ça permet voilà, d'avoir une hégémonie culturelle aussi. Bah oui, oui, c'est ça, une globalisation culturelle, ce qu'on appelle le soft power en fait, Ouais. hein, chez les Américains, qui est en fait le fait de récupérer. Parce que bah, justement, c'est Godard qui disait un truc assez intéressant, c'est que les Américains n'ont pas de culture. Hmm. L'Amérique n'a pas de culture, donc c'est un truc plutôt véridique à ce niveau-là. Et c'est intéressant parce qu'en effet, comme tu le dis, le 3, même si j'aime énormément, Ah oui, j'aime énormément c'est aussi. le seul, c'est le seul qui commence à montrer des signes très américains qui vont américaniser la saga. Et peut-être d'ailleurs, c'est peut-être de cette raison-là que l'univers de Barker commence à s'approcher de la mythologie catholique. Ouais. Ou en tout cas protestante en Amérique. Parce que pour le coup, c'est vrai qu'il y a une vraie séquence dans une église aussi avec un prêtre où Oui, Pinhead mime le Christ, un petit peu comme le diable s'amuse de Dieu et le singe par inversion. Là, il y a à peu près le même système aussi. Même si la scène est iconique, je trouve qu'elle est très iconique de voir Pinhead sur ah oui, l'autel. Elle est super jolie, en plus visuellement elle a de la gueule. C'est réalisé par Anthony Cox, ce passage qui est un artisan assez intéressant. Qui est un anglais à la base de l'origine, mais pour le coup c'est un vrai film américain. Et je trouve que ouais, il y a deux trois séquences quand même super iconiques. Alors après, comme c'est américain, on multiplie les Cenobites, il y en a 4 ou 5 différents qui sont tous plus teubés les acteurs. Enfin, moi je trouve que mon spécial au mec là au disque jockey qui balance ses CD et qui tue les gens avec ça, c'est super drôle. Mais voilà, moi c'est vrai que j'aime beaucoup le film, hein, ça n'empêche que c'est un film que je trouve très cool, c'est vraiment, mais il penche beaucoup plus du côté du slasher en fait, mais plutôt bien foutu d'ailleurs, hein. oui, absolument, oui. Surtout que je pense que c'est un film qui a dû inspirer en plus d'autres films, parce que pour le coup, je pense à des séquences de ce collection. Oui, on est d'accord, ouais, j'ai pensé à ça aussi. Ouais. Bah, c'est toi qui l'avais évoqué, mais j'étais totalement d'accord là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect slasher et un aspect slasher un peu jeune, enfin Oui, un peu teen movie, avec le personnage, comme tu disais, de Monroe. ouais. C'est J.P. Monroe, il s'appelle dans le film. Le patron de la boîte, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, je crois, hein, oui, c'est lui. C'est ça. C'est lui qui Ouais, c'est récupère ça. le sort. Parce qu'il y a quand même un élément mythologique qui est assez cool, qui est rajouté, qui apparaissait à la fin du 2 déjà, qui est le sorte de. Alors, je sais plus s'il appelle ça le totem des âmes, dans lequel Pinhead est greffé. Oui, Mais c'est assez rigolo il y a plein d'effets. Il y a plein d'effets en fait qui sont vachement inventifs en termes d'effets spéciaux, ça, c'est vraiment cool. C'est pour ça aussi je trouve que le film est agréable, parce qu'on est encore dans une période où on fait pas trop de numérique, on est encore sur des effets pratiques. C'est moins dérangeant, les effets sont tout de suite beaucoup plus spectaculaires et moins gênants que dans les précédents. Mais il y a plein de trucs oui, super inventifs. tout à fait, oui, c'est vrai. On pensera évidemment à cette séquence de massacre de la boîte de nuit, Ah, qui est vraiment qui est rigolote. quand même, elle est géniale. Et on pensera aussi aux fameux nouveaux, et c'est ça qui est intéressant, les nouveaux euh, Cénobites qui apparaissent à la fin. Ouais, et qui sont en train de. En plus, il y a tout ça, c'est comme c'est l'enfer sur Terre, le sous-titre c'était Hell on Earth. Il y a tout ce moment où ils Oui. sont dans les rues et ils massacrent les gens qui passent, les passants, c'est super drôle. Ouais, et puis j'aime bien, il y a un petit côté assez ludique parce qu'ils Ouais, ont chacun un espèce de truc qui est en lien avec leur mort. oui, c'est vrai. Et c'est plutôt rigolo quand même avec ce lance-disque et machin. Enfin, Il y a le c'est vraiment caméraman aussi qui a des son. trucs. Oui, oui, il y a une caméra, oui, tueuse. Peut-être une référence d'ailleurs au voyeur de Powell. Oui, c'est possible ça, oui. C'est pas impossible pour le coup. Et c'est vachement intéressant. Mais c'est vraiment une des séquences que je préfère du film, des passages avec le jeune qui a Oui, patron de la boîte qui sont assez insupportables. ouais, c'est vrai. D'accord qu'ils sont un peu. C'est un peu kitsch, c'est un peu. Ouais, c'est un peu. Mais ça reste des passages qui sont quand même. Je trouve pas que la saga soit encore rendue à un niveau cynique en fait. Elle reste quand même encore dans quelque chose qui est plutôt rigolo et qui passe plutôt bien pour ça en fait. Parce que c'est pas.
Il n'y a pas encore de la moquerie vis-à-vis de l'univers en fait. Ah oui, oui, oui. Ce qui sera beaucoup plus le cas même dans une certaine mesure dans les 6, 7, 6, 7, 8, 9. Oui. Où là on n'est pas... Ouais, là on flirte quand même avec le cynisme quand même beaucoup. Mm. Et donc nous arrivons pour le coup, je pense, au 4, si je me trompe pas. Film très étrange. Oui, c'est ça, le 4. Le fameux 4 qui pour beaucoup a signé la mort de la saga, mais je ne suis pas forcément d'accord là-dessus, mais on va pouvoir en parler. Ouais, qui est un film quand même très bizarre, parce qu'il a été quand même massacré sur pas mal de points, qui a été remonté, qui a eu 2 réalisateurs, qui a été signé à la Smithy, un petit peu comme le Dune de Lynch. Parce que Kevin Yeager, qui a réalisé au début, ne voulait plus être assimilé au projet, parce que ce qu'il avait fait à l'origine, il n'y avait pas assez de pinèdes, donc il a fallu en rajouter. Et qui a été récupéré, je crois, par Joe Chappelle, qui sortait d'Halloween 4, qui était aussi une catastrophe à ce moment-là. Et donc finalement, le film est très bizarre, quoi. C'est un film compliqué, on va dire. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, en fait, c'est un film assez frustrant parce que comment dire, il est tellement ambitieux. On en parlait en off aussi tout à l'heure. C'est peut-être le meilleur film en termes d'ambition. Ouais. Parce que c'est celui qui est le premier à raconter le film sur plusieurs époques. Ce qui est super. Et du coup, c'est dommage. Ouais. Et puis toucher à d'autres genres en plus, parce qu'il touche quand même à la SF quand il parle du futur. On est vraiment dans un film de SF. Oui. Bah oui, tout le film commence dans un vaisseau spatial en plus. Le film est pas dégueu visuellement en plus, parce qu'il y a des effets spéciaux il y a des effets numériques qui sont un peu vieillis, mais ça passe encore. Ouais. Et c'est dommage parce que en plus il y a cette ambition de parler du fameux personnage de le marchand qui a fabriqué la boîte. Et c'est dommage parce qu'on rate vraiment quelque chose. Après, le film est tout de même très intéressant du peu qu'on peut voir en tout cas de ce film-là. Ah oui, non, mais il y a plein de choses qui sont même dans les quelques éléments que Pinhead va égrener pendant le film mythologique, qui sont intéressants en fait, qui rajoutent des éléments à ce qu'on avait déjà dans le 2, parce que je trouve que le 3, c'est vrai que c'est vraiment une parenthèse et qu'il ajoute pas grand chose finalement mythologiquement. Mais celui-là, je trouve qu'il rajoute pas mal de petits éléments par le biais de Pinhead, ou même par le biais en effet de la construction de la boîte Le Marchand dans la partie plutôt film d'époque. Qui est certainement la partie, je trouve, la plus cheap en fait. Je trouve que c'est celle qui marche le moins en fait dans les trois. Paradoxalement, là où ça pouvait être la SF qui pêchait le plus pour la question de budget, parce que le budget est quand même relativement serré, je trouve que c'est plutôt la partie d'époque en fait qui fonctionne un peu moins. Je pense que c'est une de mes parties préférées, parce que même s'il y a un aspect kitsch, je trouve ça intéressant de pouvoir replonger, Ouais. de se permettre d'aller dans le passé, de montrer que même au niveau du passé. Il y avait déjà eu, on n'en a pas trop parlé, mais dans les précédents opus, il y avait déjà des parties dans le passé avec tout ce qui concernait la vie du personnage de Pinhead. Oui, c'est vrai. Et qui était beaucoup plus complexifié avec le 3 et le 2. Mais là, c'est pareil, c'est un peu pareil aussi là, puisque Pinhead en fait revient, mais il est quand même un peu relégué au second plan, sachant qu'il y a un autre personnage qui va être mis au premier plan. Qui est quand même très intéressant aussi, cette fameuse femme là oui, c'est vrai. qui se dissimule et qui devient très intéressante. Oui, qui était vraiment, je trouve, une bonne idée pour transmettre un héritage de Pinhead et peut-être partir sur un autre personnage en fait. Un autre antagoniste entre tout ce qu'on peut appeler toute la relativité que ça peut être le mot antagoniste dans Hellraiser, mais ouais, c'est une nouvelle approche quoi, intéressante. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle approche. C'est vraiment une suite qui en plus n'est pas cynique parce que il y a, enfin cynique. Peut-être que sa fabrication l'a été, mais il y a vraiment une volonté d'aller encore plus loin que les précédents. C'est là où vraiment, et on aura l'occasion de l'évoquer plus tard, encore une fois, mais c'est là où vraiment la saga savait encore se renouveler. Oui, c'est vrai. Parce qu'après, c'est vrai que et c'est intéressant que tu dis ça parce que finalement, on se rend compte après que tous les épisodes qui vont suivre finalement ne vont faire que reprendre finalement des éléments on va dire des 4 premiers en fait. Ce ne sont que des reprises après. Il n'y a jamais d'éléments nouveaux qui soient apportés parce que même quand on revoit, je pensais au 9 par exemple. Tu parlais tout à l'heure de Julia qui sort du matelas, notamment quand elle apparaît pour la première fois pour dévorer les gens et
sucer le sang et pouvoir se régénérer. C'est un truc qu'on retrouve dans le 9, mais mis bien sûr à l'arrache avec un personnage pas intéressant. Mais c'est des choses finalement qui vont que tourner en rond en fait et récupérer même le personnage de Le Marchand aussi, enfin le personnage du fabricant de jouets qui fabrique la boîte Le Marchand. On retrouve un descendant dans Hellraiser, je crois, 7, qui est le mec là, qui tient la sorte de secte qui fait ressusciter les gens, là, qui est un descendant de Le Marchand. Oui, il me semble que c'est ça en effet. Ce qui est un peu nul en fait, ce sont vraiment des trucs qui sont raccordés vraiment à l'arrache, à une mythologie préexistante, mais qui ne la réfléchissent pas fondamentalement, qu'il faut juste des raccords pour dire bah c'est la saga Hellraiser et je raccroche quoi. D'autant que la plupart des films qui suivent ne sont pas des. C'est des scénarios qui sont repris à d'autres trucs et qui sont juste parsemés d'éléments d'Hellraiser pour les faire rentrer dans la franchise de force. Oui, tout à fait, sachant que pour le coup, le 4 avait vachement réussi à construire le personnage de Le Marchand Oui, et ses héritiers. oui c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment une réussite parce que le personnage de Le Marchand est très emblématique. Moi, c'était, quand j'ai vu quand même que le film allait s'intéresser à Le Marchand, je me disais, mais comment ils vont faire? C'est un personnage qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, et comment ils vont construire, comment ils vont le faire évoluer dans la mythologie Hellraiser. Et là, mais il le fait vachement bien. Parce que, bon, là, on est vraiment dans un truc très américain de tout montrer, hein, C'est vrai que c'est pas très subtil. de tout montrer et de tout expliquer, de tout surexpliquer. Mais en même temps, ça fonctionne bien à ce niveau-là. Parce que Le Marchand, pour le coup, c'était un inconnu, c'était un peu le mystère de la Razer. Oui, c'est vrai. C'était ce personnage dont personne ne savait d'où il venait et d'où venait cette boîte d'ailleurs aussi. C'était presque une sorte de truc complètement mythique et on ne pouvait pas. Donc alors il n'y a peut-être pas forcément d'intérêt d'expliquer qui il était, mais pour le coup, c'est vrai que dans le film, c'est plutôt bien amené. Ah oui, oui, tout à fait. Sachant qu'en plus, c'est intéressant. C'est un personnage intéressant, assez passionnant, puisque c'est un personnage tragique en plus, surtout la version du passé. Oui, plus que la Euh, version récente en effet. La version contemporaine est peut-être moins. Bah, la version contemporaine, elle a le poids en fait de son ancêtre, Oui, c'est tout simplement ça. Euh, Après, bon, on va en parler à propos de ce film, mais ce qui est vraiment dommage, c'est vraiment que c'est trop court, c'est trop. C'est un film qui dure quoi, 1h20, je crois, une heure oui. trente. 1h20 pour traiter 3 époques. C'est catastrophique. À ce niveau-là, en plus, je trouve vraiment que les, euh, les époques s'enchaînent pas toujours très bien, même si pour le coup, quand on sait comment ça s'est passé, quand on sait à quel point le film a été massacré, le résultat est quand même plutôt bon. Parce que n'oubliez pas que nous avons connu il y a quelques années un film qui a eu le même problème de charcutage en termes de montage, qui est quand même une véritable catastrophe au niveau du résultat final. Tu vois bien de quoi je parle. Oui, est-ce qu'on le cite? Est-ce qu'on peut le citer? Un certain Justice League, Voilà hein, par exemple. qui s'avère qu'il aura sa Snyder Cut bientôt. Bah moi, je veux pas la Snyder Cut, je veux la Hellraiser 4 Ce Cut, serait, hein, ce s'il serait vous plaît. intéressant. Ça serait très bien, oui. Mais c'est vrai qu'on se disait tout à l'heure en off, c'est est-ce que vraiment c'est tous les rushs qu'il y avait à l'origine que Kevin Yeager avait tourné, est-ce qu'ils existent encore? Ça c'est une autre paire de manches aussi quoi. Oui, tu sais, c'est comme avec The Keep de Michael Mann, Oui, le c'est film ça. ne sortira jamais malheureusement dans sa version, tant que, en tout cas, Michael Mann sera vivant, je pense. Ah bah Je non, sais même pas s'il y a il y a des plans de The Keep qui. oui c'est ça en plus. Est-ce que, Donc, est-ce que voilà, est-ce que c'est des choses qui n'ont pas disparu aussi avec le temps parce qu'ils ont été jamais réutilisés donc oui, parce que faut pas oublier, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, mais les pellicules sont fragiles et avec le temps elles s'abîment. C'est pour ça que vous avez beaucoup de films muets qui sont abîmés, dont remarque, on parle de ça, mais avec les capacités de restauration de pellicules qu'on a aujourd'hui, on pourrait peut-être bien sûr. sauver des parties, hein. Ce serait possible. Parce que quand on voit ce qu'on a pu faire avec les films muets, Oui non bien sûr c'est vrai que c'est. la qualité de restauration, je pense qu'il y a possibilité quand même. Tu vois même des films comme Freaks par exemple avec tout l'épilogue aussi qui a été récupéré, restauré pour le faire s'accoler à la fin, c'est tout à fait possible. Ah bah oui, parce que Freaks en Blu-ray, c'est magnifique, Voilà c'est ça, ouais tout à fait. pour le coup. Et bah, je pense aussi à Max Linder, là, je Oui, m'étais acheté, et les Max Linder sont vachement bien restaurés. Donc je pense qu'il y aurait, sachant que les films sont pas si vieux que ça,
Et je crois que le 4 il est sorti en 96, donc c'est quand même. Ouais. 96, donc il y a peut-être possibilité de faire quelque chose. Mais bon, après, est-ce que ça sera le cas? Est-ce que ça sortira un jour? Je sais pas. C'est comme un film où on voit le fameux diminutif Alan Smithy, donc je sais pas si un jour on pourra voir des choses, parce que c'est un nom qu'on voit apparaître dans des films dont le réalisateur a honte du résultat. Ouais, qui veut pas du tout, oui, qui veut pas du tout être affilié au truc, au projet, quoi. Donc, Donc déjà, ça veut peut-être dire aussi que ce qui avait été tourné n'allait pas du tout. et au passage, c'est ce qui nous permet de nous basculer au passage sur le 5, puisque le 5, Oui, pareil, comment s'appelle-t-il Scott Derrickson, pareil, c'est un film super qui renie un confirme. petit peu au passage, mais. Et qui est détesté par Oui, Barker aussi, d'ailleurs, tout au plus. C'est un film, bon, pour le coup, là on chance, c'est vrai que c'est comme on disait que le Hellraiser 4 quand même était dans la filière, dans la continuité de ce qu'il y a. Là on est dans un film qui est complètement différent, qui pour le coup est tiré d'un scénario qu'a écrit Scott Derrickson avec un de ses potes à la sortie de la fac de cinéma, de l'école de cinéma, donc qui n'a rien à voir, qui est un thriller, un petit peu dans la mouvance de Seven, un petit peu de Michael Mann, il y a un côté un peu sixième sens aussi. hein, Et l'idée, voilà, c'est qu'on a récupéré ce truc-là. Je crois que pour le coup, c'est là, on parlait des Weinstein tout à l'heure. Les Weinstein ont récupéré la franchise et donc ont imposé de mettre au forceps dans ce scénario-là en demandant à Scott Derrickson de réaliser son premier film, qui réalisera plus tard Sinister, entre autres, hein. et de Doctor Strange aussi. On demandera voilà, d'essayer de bricoler quelque chose en insérant à l'intérieur la mythologie de Hellraiser, ce qui est, moi je trouve plutôt pas mal parce que j'aime bien le film en fait, le 5 est vraiment intéressant. Oui, oui, c'est peut-être un des meilleurs d'ailleurs, parce que c'est une sorte de... il est sorti dans les années 2000, c'est une sorte de film qui va être un héritier de films comme le thriller de David Fincher. J'ai toujours perdu son nom, à chaque fois je le perds. C'est Steven, tu veux dire pas, excuse-moi, oui, Steven. Oui, Seven, Oui, voilà, Steven. pardon, Seven. Oui, Seven. C'est un peu un film qui s'inscrit dans la continuité de Seven et qui est plutôt intéressant quand même, qui est vachement sympa. Euh, Et tiens, d'ailleurs, je coupe juste, je divague un peu. Et pour revenir au 4, je viens de voir que le film devait être réalisé à l'origine, enfin, il était proposé à Stuart Gordon et Guillermo del Toro quand même. Oui, ce qui aurait pu être vachement intéressant parce que c'est vrai que c'est l'époque où Guillermo del Toro sortait aussi pas mal. Voilà. Donc, fin de la parenthèse. Et pour revenir au 5, c'est un film qui s'éloigne. Je viens de voir autre chose parce que je regardais en même temps les infos du 4. Miramax était déjà propriétaire enfin, avait déjà bossé avec Dimension Film pour produire le 4. Ah oui, donc c'était déjà d'accord, ça appartenait C'est déjà. peut-être avant, oui. C'est peut-être avant. Mais je pense que d'ailleurs, ça doit avoir commencé à partir du 3. Mais c'est possible parce que pour le coup, c'est quand il y a eu le basculement aux États-Unis, donc ça a dû passer à ce moment-là. Oui, c'est ça. Bah, c'est Miramax, pareil. Bon, Bah, Miramax ça avait. m'étonne pas, hein, il récupère beaucoup de projets. Ce qui c'est pas une mauvaise chose, c'était pas une mauvaise chose en soi, hein, de donner un peu plus de thunes et aussi d'avoir un truc un peu plus une C'était les mauvais visibilité. producteurs pour le coup. C'était les Voilà. producteurs qui n'avaient pas. Mais ça, on verra après. Mais en tout cas, donc le 5, pour le coup, est vraiment, vraiment très intéressant parce qu'il s'oriente vers un pur polar noir euh, qui, au risque de s'éloigner un peu comme tu disais, de la mythologie, propose quand même des choses très intéressantes. C'est un film qui a une forme très psychologique, pas assez paranoïaque aussi, parce qu'il y a cette idée de- de- du dimension qui échappe au personnage, qui est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans les polars anciens, hein. Ouais, c'est. Dans les polars, souvent le personnage il était confronté à quelque chose qui le dépassait. Ouais, il y a un côté très Euh, film noir, hein, sur ce même assez film noir ah sur oui, ce oui. point, ouais. Ah oui, film noir, voilà, c'est un film noir. Vraiment, dans les films noirs, il y avait souvent cette dimension. Je pense notamment En quatrième vitesse, Oui. qui était un film aussi qui jouait sur l'idée d'une sorte de pas de théorie du complot, mais Mais il y a un petit peu ça dans vraiment, celui-là c'était un aussi. truc qui allait plus loin. Ouais, c'était un peu ça. T'avais aussi le film de Polanski, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est La neuvième. Oui, c'est la neuvième porte. La neuvième porte, et aussi t'as l'autre polar Ah avec oui, c'est Chinatown, Chinatown, ouais, ok, ouais. qui pareil il y avait une idée de complot, tu vois, ce qui était plutôt intéressant. Et là, il y a pareil une sorte de complot, mais parce que
à la limite, les Cénobites sont presque une société secrète dans le film. Oui, puis d'ailleurs, il y a un personnage il est prêtre et psychologue, je crois, psychothérapeute du flic, qui justement lui parle de tout ce sorte de trucs un peu mystérieux, un peu occultes autour de la boîte et de ces personnages-là, ouais, tout à fait. Il y a évidemment ce fond-là, ouais. Et justement, le psychiatre qui va essayer de le maintenir dans l'idée que en fait, tout est dans sa tête. On saura plus tard que le psychiatre est un personnage assez important, Oui, en plus, qui prend une importance à la fin, en effet. qui est un véritable piège. D'ailleurs, ça m'a un peu là-dessus, ça m'a un peu pensé à Ouvre les yeux. Je crois qu'Ouvre les yeux est sorti après, mais c'est là-dessus, ça peut être intéressant. Ouvre les yeux, qui est un film de Alejandro Amenábar, qui pareil, avait une structure très psychologique. Et c'était très bien aussi, c'était un très très bon film, au passage. Ah oui, oui, Ouvre les yeux, c'est génial. Et au passage, pour Hellraiser 5, c'est un film qui est détesté par Barker, qui conspue copieusement, continuellement. Il aime pas du tout le film. Mm. Et bizarrement, en même temps, c'est un film qui est assez proche de son univers, parce que c'est quand même Craig Sheffer qui joue le héros, qui joue le héros de Cabal, au passage, donc quelqu'un qui est quand même baigné dans l'univers de Barker. Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui. Donc c'est plutôt rigolo en fait de voir que le film finalement est assez proche sur plein de points, mais il prend sa distance. Enfin, Barker considère qu'il prend trop de distance et que c'est une hérésie et que il sert à rien et qu'il même pour lui, il dit que je crois que c'est le pire moment de la saga. Même s'il a parlé du 9, Je je crois crois, qu'il hein. je crois qu'il avait aussi. Oui, il apparaît au générique, hein, Barker. Il apparaît, mais il apparaît très très lointain comme créateur des personnages, enfin selon les personnages d'eux, mais pas plus que ça en fait. Ah oui, d'accord. Mais oui, mais, ok, sur du. Oui, il n'est pas crédité vraiment. Vous voyez pas, ouais. Mais, euh, mais il me semble qu'il avait surtout pété un câble avec Révélation. Oui, voilà, Révélation, je crois que ça a été. Parce qu'il, je crois que c'est pour citer ses dires, je crois qu'il a dit qui est-ce qui m'a chié un truc pareil. Donc je pense qu'on est. C'est plus violent que pour le 5 pour le coup. Voilà, le 5 il trouve que c'est de la merde, mais l'autre c'est ouais, vraiment, vraiment dur. Mais d'ailleurs, bah, ça nous permet de passer. Bah, limite, on va faire un packaging sur ce qui. Sur, on va dire, ce qui va arriver avant le 10, savoir le 6, 7, Ouais, 8 ouais. et 9. On va essayer de faire un packaging. Et peut-être de demander peut-être celui que tu as préféré ou à l'inverse celui que tu as le plus détesté. Parce que là, pour le coup, on est dans des films. Oula. C'est catastrophique, grossièrement. Donc déjà, bon, c'est Rick Botta qui a réalisé les films. Rick Botta, c'est pas un bon réalisateur, hein, Non. on ne se cache pas. C'est vraiment un type assez médiocre. C'est un peu violent, mais c'est vraiment quand tu vois le résultat des trois films, c'est véridique. Bah, du coup, je pense que le plus appréciable, ça va rester le Seeker, hein, le premier. Ouais. Même si je t'avoue que c'était très inintéressant. Euh, En plus, c'est une suite, hein, où on voit Christy qui revient, Oui, c'est vrai. mais Christy, le traitement du personnage de Christy est catastrophique. Et puis t'as l'impression qu'elle Euh, s'en fout d'être là, en fait. entre, ouais, elle s'en fout d'être là. En plus, c'est un pseudo méchant qui meurt et qui revient. Enfin, c'est vraiment, c'est n'importe quoi à ce niveau-là. Ah, ouais, l'histoire est nulle. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Je trouve que le 6 reste celui qui est le plus potable dans. Parce qu'au moins, en effet, il y a ce lien qui est fait qui ramène au premier, Hmm. avec le personnage de Kirsty et ce qu'elle aurait pu faire pour essayer d'échapper aux Cénobites au final à la fin du 2, à savoir ce nouveau pacte qu'elle signe avec eux, avec toute l'histoire avec son mari. Enfin, c'est nul à chier, c'est une catastrophe. Mais n'empêche que oui, il y a ce petit truc là qui est intéressant. Bah, ce qui est intéressant, après, le truc, c'est qu'il y a un problème, parce que le film essaye d'être. Il y a des idées intéressantes, parce qu'on a cette idée de personnage qui ne sait pas ce qui s'est passé. En fait, on va se rendre compte que depuis le début, le personnage le méchant de l'histoire, enfin, l'antagoniste, bah, c'était Christie, qui était la meurtrière. Oui, Et du coup, qui est quelque chose qui est quand même assez emprunté au précédent, hein. oui, Les films de Rick Botta, ils vont essayer de recopier absolument le film d'Erickson. C'est vrai qu'il y a beaucoup ce côté-là d'Erickson. de jouer sur une sorte d'intrigue de thriller et puis d'ajouter au forceps et Cénobites dedans. Ou en plus, ça raconte à peu près la même histoire avec cette idée d'un personnage qui est totalement perdu, qui va en plus, mais les apparitions de, de Pinhead, ça va pas du tout parce qu'en fait, c'est un personnage, il est plus un personnage fonction dans le film qu'autre chose. Oui. Il n'y a pas une grosse présence, pardon, il n'y a pas une grosse présence.
Après, il a effectivement un intérêt dans l'idée qu'il va aider d'une certaine manière le personnage de Trevor. C'est ça, je crois qu'il s'appelait Oui, Trevor, c'est hein, ça, c'est oui, ça. le mari, ouais, le mari veuf. Ouais, voilà. À retrouver ses souvenirs, parce qu'en fait, il a perdu ses souvenirs, si je me souviens bien. Oui, et puis il joue sur cette idée un petit peu qu'il y a dans le 5 en effet, où dans le 5 c'est vrai que tu suspectes, et même à la fin du 5 te dit que clairement le personnage principal est le meurtrier, ou en tout cas c'est un peu ambigu quand même. Là on joue sur toute Oui. cette truc là en disant mais c'est peut-être lui qui a tué, c'est peut-être lui le méchant, etc. Et jusqu'à en effet cette révélation que c'est Kirsty au final la meurtrière. Donc on joue sur cette même Mais intrigue. je crois que le pire avec ce film-là, c'est vraiment ce qui va engager la mort Oui, lente de la saga. c'est vrai. C'est cette absence de style, cette absence d'intérêt pour l'univers de Barker. Ouais, c'est ça. Ah oui, je pense qu'ils s'en foutent en fait. Hein, même si, et Ah non, mais ça. curieusement, je lisais dans le petit bouquin de Mark Tulek avec le coffret ESC, Barker s'est plus intéressé au 6 et au 7 qu'il ne s'est intéressé au 5. Donc c'est quand même Oui, très emmerdant. oui, c'est ça qui est totalement paradoxal. Voilà, et même je crois que le 6, 7 et 8 ont plus la bénédiction de Barker, on va dire, que l'aura par exemple le 5 ou que l'aura le Judgment, enfin le 10 quoi pour le coup. Oui, Ce qui est un peu triste en fait. oui, parce que franchement, enfin, c'est pas bon, quoi. Il y a rien. C'est réalisé comme un téléfilm assez pourri. Ouais, Ça fait très. On n'est pas encore dans l'aspect de film de teen movie qu'il y aura dans les deux suivants qui sont des catastrophes. ouais ils sont nuls, ouais. Mais vraiment, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Surtout que thématiquement, c'est pas intéressant parce que c'est du déjà vu. Oui, en plus c'est vrai que narrativement c'est la même chose que le précédent. Et je trouve que le 7 aussi est dans la même lignée. Le 7 est la même chose que le 6 et le 5. Oui, Là où le 8 va oui, essayer, c'est pour ça que j'ai peut-être un tout petit peu plus de sympathie pour le 8 dans le bloc en fait, même si je le trouve très très nul. Le 8 essaie de renouveler un truc, alors c'est du teen movie, c'est chiant, ça je trouve ça naze parce que c'est du teen movie, mais il y a quand même cette idée de transporter avec le côté un peu. On devait être à l'époque, je crois qu'il date de 2008, je crois le 8, et on était parti dans cette époque un peu cyber et tout, et de faire une sorte de cyber Hellraiser, mais en fait, ça n'a aucun intérêt en fait, c'est pas intéressant du tout. Et bon, il y a Henry Cavill qui a son premier rôle, donc c'est à noter quand même dans celui-là. Mais oui, c'est vrai, Mike. il y a quand même Henry Cavill et il y a aussi, et puis voilà, il y a un semblant de truc un peu intéressant dans ce que ça aurait. En fait, on a plus dans l'idée, on fantasme ce que ça aurait pu être si ça avait été bien écrit, bien réalisé. Et, euh, et dans ce cas, ça aurait pu être intéressant. Ça aurait été une piste intéressante à explorer, mais bon, le film rate complètement et passe complètement à côté, donc c'est nul. Ouais, bah, du coup, vraiment, le 5 c'est peut-être le meilleur. Le 6 c'est une catastrophe, Oui, c'est mou, c'est c'est honteux. très mou. Oui, c'est très très mou en plus. Ouais. En plus, tout le délire avec la secte, c'est atroce, c'est super. En fait, c'est pas intéressant, quoi. Il y a aucun intérêt qui ressort du film parce que euh, t'as même pas l'impression de voir un film Hellraiser parce que à la limite, cette histoire de secte satanique là, bon, c'est un truc que vous pourrez revoir dans n'importe quel. En plus, il me semble, dans mes souvenirs, qu'il y avait des aspects de slasher. Oui, c'est très très nul. Oui, alors Ouais, c'est dans le 6 qu'il y a des trucs de slasher et c'est dans le 7 qu'il y a la secte qui réveille les gens là, les gens décédés. oui, c'est le 7 pardon. Oui, tu Mais parlais du 7. Oh, je me suis perdu. Oui, mais le c'est pareil, 7 le 7 pardon. est aussi nul. C'est vraiment, tu peux les mettre dans le même paquet en fait. C'est En plus, je dis 5. Non, c'est pas 5, je parlais du 6 tout à l'heure, pardon. Ouais, les Seekers, c'est le 6. Dider, donc Dider avec la secte, voilà le 7. qui est une catastrophe, quoi. Doug Bradley, qui pourtant a plus de présence, hein. Oui, il est un peu plus présent dans celui-là. Ouais. Il est un peu plus présent, mais qu'est-ce qu'il est. Enfin, ça va pas du tout, quoi, à ce niveau-là. Je trouve que Et, ça s'intéresse plus du tout, quoi, à ce que c'est Hellraiser, quoi. et puis le 8 va marquer en plus la disparition de Dobrella qui arrête après le 8 en plus. Oui, Hellward, en Ouais. effet. En plus, alors, Hellward, moi, je pensais vraiment que c'était une histoire de jeu vidéo, mais en fait, non, c'est un truc. C'est un jeu vidéo à la base, avec une organisation d'une pseudo-fête pour fêter le jeu vidéo en présence de la communauté. Alors, c'est c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça rappelle un peu des délires comme
comme l'Entre de la folie, avec tout le questionnement du rapport qu'on a avec tout ce qui est Avec la fiction, pop culture, etc. Puisqu'en fait, tout l'univers de Barker devient de la pop culture dans le film, c'est ça. ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est pas intéressant? Oui, et puis finalement, ça reste encore une fois un scénario qui a été pris d'autre part, avec un père qui veut venger la mort de son fils en rameutant tous les mecs qui ont potentiellement participé à la mort de son fils pour se venger. Et on met, pareil, on fait rentrer 3 pauvres Cénobites dedans à l'arrache, et voilà, et emballé, c'est Hellraiser, quoi. Je mets Hellraiser dessus. Et c'est toujours Rick Botta Ouais, qui bah, réalise. c'est toujours Rick Botta. Je comprends pas, ils ont gardé 3 fois de suite sur la saga. Quand même, 3 films, c'est beaucoup parce que à l'origine, bah, les films étaient toujours réalisés par des réalisateurs différents. Et là, on choisit de faire réaliser 3 films par un même réalisateur qui est d'autant plus très mauvais. Alors, il y a des séquences intéressantes dans Hellworld quand même, Ouais, il y a 2-3 idées qui sont mais intéressantes, ouais. ouais, il y a 2, 3 idées, notamment à la fin. Oui, alors tout ça, c'était un rêve, machin, bon, ok. Mais ça reste assez nul, quoi. Et au passage, voilà, quand on bascule sur Hellraiser 9, pour le coup, de Révélation, on change de réalisateur. C'est Victor Salva qui réalise le truc, qui avait réalisé, je crois, des suites. Il avait réalisé la suite de Mirrors avec Sandra Jacques, qui était nulle. Et c'est assez nul aussi. Alors, c'est un peu moins. Ce que je disais, moi, c'est quand on parlait de Tower Off, je trouve qu'il est un peu plus. Formellement un peu mieux tenu que les précédents, mais s'il y a du fin de footage dégueulasse au début. Enfin, c'est assez naze pour pas mal de points. Mais c'est un peu visuellement un peu mieux. En plus, le film dure qu'1h20, donc c'est un peu plus resserré. L'histoire, elle tient un peu mieux, mais c'est nul, c'est mal joué. Bon, on va pas parler du descendant, enfin du remplaçant de Doug Bradley parce que c'est juste pas possible. Il a aucun charisme, aucune prestance, c'est une catastrophe. Oui. Mais après, voilà, il y a 2-3. Moi, je trouve que pour Dawn 9 à sa décharge, il y avait plus de gore dans le 6, 7, 8. Il y avait plus de gore du tout. Là, au moins, il y a des écorchés, donc c'est un peu plus rigolo. Il y a un peu d'inceste bizarre, mais mal joué. Et puis. Bah non, bah autrement c'est nul, hein. On va dire c'est quand même très très nul, hein, globalement. Il y a 2, 3 Cénobites qui sont sympas qui apparaissent. Oui, c'est vrai aussi. Mais globalement, je pense que c'est peut-être le pire parce qu'en fait, c'est une espèce de pseudo-remake du 1 Oui, c'est vrai. Parce que qui est nul, quoi. c'est vrai qu'il y a le côté Alors, en huis clos avec une histoire d'infidélité, donc en effet, on retrouve un peu cette idée-là aussi. oui, et puis il y a toujours l'idée du personnage qui se dissimule sous la peau d'un autre. Oui, en plus le twist, Mais en je crois effet. que. Ouais, mais c'est ça, hein. Oui, c'est ça, le twist, c'est en effet, il y a deux potes et on croit qu'un des potes est revenu alors que c'est pas lui parce que l'autre a pris sa peau, etc. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est catastrophique aussi dans le film, c'est que c'est toute la gestation en fait, parce que c'est même pas un film qui aurait dû exister, puisque le but de ce volet-là, c'était tout simplement de sauver les droits Oui, en de, plus, c'est vrai. de Hellraiser. Parce qu'en fait, c'est un film qui a été fait pour maintenir les droits de Hellraiser, puisqu'à l'époque, c'était Dimension encore, je crois, allait perdre les droits de Hellraiser, et ils voulaient les garder en faisant un film forcé. Oui, et ça se voit en plus, ça se voit vraiment ça. Et ça se voit, oui, parce qu'en plus, ça a beau être un peu plus joli que les autres, comme tu le dis, c'est quand même pas joli, c'est vraiment moche, c'est peu intéressant. Ça n'a pas de personnalité, Euh, tu sens que. ouais, ça n'a pas de personnalité, donc je pense que je pense qu'il n'y a même pas besoin de s'attarder sur le film. Ne le regardez peut-être pas, fuyez-le peut-être, je pense. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Mais moi je pense même, quand tu dis ça, je pense qu'on pourrait. Je pense que on peut s'arrêter. En fait, on peut regarder les 5 premiers Hellraiser, s'arrêter aux 5. Et de toute façon, comme il n'y a pas de continuité du point de vue de la narration, en fait, on pourrait très bien s'arrêter et reprendre qu'au 10, en fait, fondamentalement, et découvrir que le 10 indépendamment. Je dirais même que tu peux, Oui. comme tu peux voir par exemple, je dirais même, on parlait du 5 tout à l'heure, je pense qu'on peut regarder le 5 sans avoir vu aucun Hellraiser par exemple. On peut regarder le 1 et le 2 et s'arrêter au 2. On peut regarder le 1, le 2 et le 3. Enfin, je pense que c'est pas comme un. Je sais pas de quelle saga j'essaie de trouver qui a une vraie continuité. C'est pas une saga, à part le 1 et le 2 qui sont vraiment étroitement liés. Mm. Le reste, c'est quand même. Et peut-être le 3 à la limite qu'on pourrait inclure dedans, à part la trilogie de base, on va dire. Le reste peut être vu de manière un peu aléatoire quand même. Oui, bien sûr.
bien sûr. Et c'est pour ça qu'on pourrait directement sauter au 10, qui est pour le coup intéressant, même si le 10, j'ai lu un petit peu quand même autour après, une fois que je l'ai vu et que tu m'en avais dit du bien. J'ai vu le film, j'ai regardé et je trouve que Fondamental s'est quand même fait pas mal défoncer en fait. Ce qui est dommage. Oui, oui, c'est dommage. Bah, il a été très mal reçu, hein, alors que c'est un film qui est très intéressant finalement, puisqu'il, comme on disait tout à l'heure, il s'aventure, il revient à cet aspect étrange de la mythologie d'Hellraiser. Oui. Il quitte un peu cet aspect catholique qui est un peu agaçant. Il y a même presque des aspects un peu lynchiens dedans. Ouais, mais il y a un personnage qui m'a vachement étonné. Alors, pour le coup, ramène peut-être plus à la mythologie chrétienne sur ce point, enfin catholique sur ce point-là, c'est le personnage de l'ange, j'ai appelé ça comme ça, cette femme en blanc que va voir le type qui prend je sais plus comment il s'appelle, celui qui prend les notes pour le coup, qui note les... Oui. Qui va voir à plusieurs reprises et qui à la fin se pose en duel avec Pinhead notamment. Oui. Et je trouve ce personnage super étonnant en fait parce que c'est très bizarre de voir ça dans le monde des Cenobites, ce personnage tout blanc, très belle, toute lisse face au côté. Et là pour le coup au passage pour quand même faire ce petit parenthèse, on a encore changé d'acteur pour Pinhead qui est quand même vachement mieux. Moi je trouve quand même, c'est pas Doug Bradley mais c'est quand même beaucoup mieux. Ah oui, oui, il a beaucoup plus de présence. On revient à cet aspect lyrique qu'il y avait Oui. dans les précédents. Non, non, mais là-dessus, je suis totalement d'accord. C'est beaucoup plus intéressant. Il a vraiment une gueule. Il est très bien en Pinhead. Et puis il y a ce côté un peu, alors tu sens que c'est quand même, il y a ce côté un peu post-so quand même, il y a un côté torture porn quand même dans le film, mais je trouve qu'il est plutôt bien posé. Parce qu'il y a ce côté huis clos dans une sorte de bâtiment dégueulasse qui fait très saut. Parce que moi je trouve vraiment l'introduction, moi j'ai l'impression de voir le premier saut, et donc c'est plutôt un compliment. Je prends très positivement. Avec tout ce mécanisme qui est pré-générique qui doit durer, ça m'a étonné parce que ça dure 8 minutes je crois, où on voit tout ce personnage là qui passe devant chacun des Cénobites pour finir exécuté par ce sorte de type obèse avec un masque de bébé qui tient sur son dos une femme qui est en combinaison FCM avec un masque à gaz et des grandes sortes de grandes lames. Oui. Je trouve que c'est génial, enfin visuellement je trouve qu'il y a des idées de monstres en tout cas qui sont vraiment super cool. Oui, il y a cette espèce de boucher avec un masque aussi de bébé Oui, qui est assez impressionnant. Alors après, ouais, le film pas exempt de défauts, il est un peu cheap des fois, mais je trouve que ça fonctionne bien quand même, quoi, ce que ça propose. Puis il y a des idées visuelles, quoi. Vraiment, il y a des belles choses dedans. Voilà. Il y a tout ce truc avec le papier qui est assez perturbant quand même, je trouve. Oui, c'est ça. Avec tout le processus qui est filmé, etc. C'est vraiment très intéressant. Bon, après, peut-être le plus gros souci du film, c'est qu'il emprunte encore Au 5. cette structure de film policier au 5. Donc, c'est un peu dommage. Assez dommage, pardon. Et puis le twist est quasiment le même, parce qu'au final, ça reste le policier qu'on suit qui est le meurtrier quand même. Donc, Oui, c'est c'est la même chose. Bah, après, il y a toujours. Ce qui est intéressant, c'est que ça va s'arbitrer autour. En tout cas, ça va tourner autour de la question du jugement. oui. Donc déjà, ça c'est intéressant. Mais après, globalement, c'est un peu. C'est vrai que c'est vachement intéressant. Il y a. C'est pas très grave ces petits défauts, je trouve. Ça sauve vachement les meubles après ce qu'on a pu vivre avec la saga, quoi. C'est ça, oui. Et au passage, c'est intéressant, c'est réalisé voilà. par Garrick Tunnicliffe, qui est un type qui est là depuis le début, hein, qui a fait, je crois qu'il travaille sur les effets spéciaux à l'origine, si je ne me trompe pas, donc qui est vraiment là depuis le début et qui voulait vraiment, qui s'était fait offrir, normalement il devait réaliser, il me semble, et il a plus ou moins coécrit le Révélation. Et il a écrit celui-ci. Alors, ce qu'il explique, c'est qu'il en avait fait un truc qui était très difficilement regardable et on lui a demandé de couper beaucoup de choses parce que le film était beaucoup plus gore, sanglant, violent que la version qu'on a pu voir. Mais je trouve qu'il se débrouille bien en fait. C'est pas un mauvais metteur en scène. Il a des idées, il cadre plutôt bien. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu saut, un peu crade lisse, je trouve un peu parfois, parce que c'est pas vraiment aussi sale que je trouve que les premiers, mais ça marche bien quand même. Oui, mais même ce qui est intéressant, c'est il va créer, il va créer des autres effets de gore avec tout le processus du papier. Oui, voilà. Il y a beaucoup de jeux avec la matière, etc. Donc on revient en plus, comme tu le disais, puisque c'est un maquilleur, on revient à quelque chose de beaucoup plus palpable que dans les précédents, puisque les précédents en plus allaient beaucoup plus vers des effets numériques un peu dégueulasses. En plus, oui, ouais. Et puis même le style visuel n'allait pas du tout.
Et là, on revient à quelque chose de plutôt baroque, gothique presque, Oui, c'est ça, ouais. qui est vachement intéressant, quoi. C'est vraiment pour l'instant, il fait vraiment partie des meilleurs volets avec les précédents. Ça, c'est certain. Ah oui, je pense qu'il il s'inclut très bien dans le truc. Alors moi, moi, il y a juste un petit truc qui m'a gêné, je trouve que ce qui est un peu dommage parce que je trouve que ça fait un peu déchoir le personnage dans son mystère, dans sa puissance mythologique, qui est le personnage de Pinhead. Je trouve que le final, par exemple, où on le retrouve en SDF, alors pour plusieurs raisons qui vont amener à cette punition-là, euh, moi je trouve que c'est un peu Mm. dommage de le faire déchoir comme ça. Mais ça, c'est un point de vue très personnel parce que j'aime le personnage et que. Après, peut-être qu'on peut en faire quelque chose derrière aussi d'intéressant. Oui, il faut voir là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu particulier comme choix. Après, ça renvoie peut-être au SDF du premier. C'est possible, voilà. Si, voilà, au SDF qui viennent donner la boîte. Oui, donc c'est peut-être aussi ça, Mais c'est vrai que je ça m'a un pense. peu attristé parce que je trouvais finalement l'affrontement avec l'ange assez jouissif et quand c'est lui qui gagne fondamentalement face à l'ange et tout le discours qu'il lui fait très intéressant, je suis pas sûr qu'il était nécessaire de retourner encore le truc derrière en fait. Oui, mais tu as raison là-dessus, je suis bien d'accord. Mais un film très intéressant ceci dit. Ah oui, moi je pense qu'on peut largement conseiller à nos auditeurs, même s'ils veulent commencer à Riser, ils peuvent commencer par celui-ci aussi, Oui, s'ils le veulent. parce que c'est en effet plus facile Parce qu'en d'accès. plus c'est un des plus radicaux, mais en même temps il est très simple, il est très intéressant. Après, tout en sachant voilà, que ça reste un film, tu sens que c'est du petit budget, donc faut que ouais, Oui, je dis prévenir les gens sur le fait que ça se passe grossièrement dans une baraque pourrie, un bureau de flics où t'as l'impression qu'il y a quand même que trois flics dans la ville qui gèrent le truc, et oui, deux, trois hangars un peu dégueux. Et ça se limite un peu à ça. Mais en même temps, si ta suspension d'inconstante d'incrédulité fonctionne, tu peux imaginer plein d'autres trucs autour, donc ça marche bien en fait. tout à fait. Là-dessus, mais c'est vrai qu'il arrive à quand même, malgré ses défauts liés sûrement à son budget, à créer un univers qui est très intéressant. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ce qui n'était pas arrivé depuis des lustres quand même. Ah non, mais oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment la nouveauté. Il faut vraiment le prendre comme ça. C'est un film qui prend des risques, ce qui est de plus en plus rare, et qui en plus n'a pas peur d'aller très loin. Voilà, en plus, parce que c'est vrai que le film est assez hardcore quand même sur plein de trucs, même si ça reste relativement propre Ah oui, visuellement, c'est hardcore au niveau de ce que ça suscite en termes d'imagination. tout à fait. Ah bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de la saga. Et oui, on a parlé de 10 films en je sais pas combien de temps, mais formidable. Ah bah, on a une On heure a et réussi demie. à faire le tour de Alors, cette saga assez riche quand même. alors pour la prochaine, pour celle qu'on fera sur ta chaîne, il y aura moins de films, mais il y aura peut-être autant de temps en fait de discussion, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce qu'on va parler avec Oh toi. oui, oh oui, oui, il y a beaucoup de choses. Donc bah écoute, on va se retrouver sur ta chaîne, donc pour le coup, bah de toute façon, je pense qu'on va sortir les vidéos en même temps, comme ça ils pourront basculer de l'un à l'autre. Oui, tout à fait. Et puis bah écoute, je te remercie énormément de ta présence sur cette chaîne. Ah bah, ça fait un plaisir, hein, écoute. Et puis bien sûr, je réitère la chose, abonnez-vous à sa chaîne, c'est important. Donc Merci. vous pouvez arrêter ou vous avez arrêté déjà au début et aller sur sa chaîne, vous abonner en masse, c'est important quand même. On est 700 sur la chaîne, un peu plus de 700, donc et je sais plus combien t'as d'abonnés, peut-être t'es à 200 je crois, je ne sais plus. Bah là, je suis bientôt aux 300, Tu es bientôt trop. 298. Ah bah voilà, bon, il y a certainement une partie qui est déjà abonnée à ta chaîne dans ceux qui sont abonnés à la mienne, mais voilà, s'il y en a 300 qui font sur sa chaîne, ce serait cool. Hum. Voilà, c'était un appel important. Bah merci en tout cas. Mais je t'en prie, merci à toi, et puis bah on se retrouve donc sur ta chaîne pour la suite de nos aventures. Voilà, pour parler d'une superbe saga, donc attendez-vous à du lourd. Et également au passage sorti chez ESC, donc finalement c'est un medley Ouais, on fait la ESC. promo. Voilà, on fait la promo de ESC, mais c'est totalement mérité. Bonne Non, soirée mais à on l'a toi. pas dit, mais c'est du Oui, placement de produit. oui, bien sûr, évidemment, nous serons évidemment rémunérés derrière. En DVD, Oui, bien évidemment. sûr. Bah, écoute, merci à toi, et puis à très bientôt. Voilà, à très bientôt et pour de prochaines aventures cinématographiques. Voilà, et fantasmagorique, si je puis dire, pour faire un petit écho sur le prochain truc qu'on va voir. Oui, ah, très très beau, Voilà. très bel écho. Allez, salut à tous. Salut à tous.